Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien ? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand what Karanai Taro. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de Jordan Philippe. Parce que ça va très vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Oh oui. Roman Reigns qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Dive. Oh, ça. Hello, bonjour, salut, bonsoir. Nouvel épisode du Catchacast. Mehdi pour vous servir. Et je ne suis pas seul car Raphaël Doudeline. Salut Raphaël. Salut. Michael est posé. Salut. Orange Cassidy, le swag en plus. Le le swag de Bellator, comme vous l'a dit la dernière fois. Et Félix. Salut. Bravo. notre petite allusion régulière. On va pas commencer avec ça. On va vous parler. Alors, on a, comme vous l'avez vu entendu plutôt sur l'émission précédente, on avait parlé de non pas des résultats, mais de nouveaux paysages télé au travers de AEW Dynamite. Finalement, on est parti à croisant ça avec la WWE et on s'est dit on va essayer de continuer de coller à l'actu en parlant d'Hell in a Cell, mais on va le faire sous un angle un peu particulier, vous allez vous en rendre compte, parce qu'il y a eu un match, donc un main event, qui était The Fiend contre Seth Rollins, qui nous a un petit peu inspiré cette idée de parler un peu de la dimension fantastique, en fait, des personnages fantastiques et du fantastique en règle générale, si on dérive un peu dessus. Donc voilà, on va quand même reprendre le cadre, dans Hell in a Cell, c'est quand même un comble, du pay-per-view. Est-ce que vous voulez qu'on revienne brièvement sur quand même, on prend le temps, parce que Michael, ouais, moi je veux bien, parce que je l'ai pas vu. Alors, c'est parfait, on va faire ça pour se poser le cadre et tout ça. Donc, premier match, non pas en pay-per-view, mais en pré-show, merci. On va aller vite. Natalia contre Lacey Evans. Donc déjà Lacey Evans, donc voilà. Natalia aussi. Natalia, elle peut se débrouiller. Ouais, elle peut se débrouiller, mais la pauvre. Mais contre Lacey Evans. Après la traduction de l'anglais et de Volodial, la traduction de l'arabe de Félix. Bref, donc on passe vite. Victoire par soumission. Donc effectivement de Natalia. J'ai oublié, pour être franc. Très bien. Je l'ai vu, mais j'ai oublié. Et next. C'est le pré-show, honnêtement, vu l'amour qu'on a pour les deux. Il y avait quand même qu'un match dans le pré-show, ça en dit long sur. Parce qu'il faut juste petite introduction par rapport à ce pay-per-view. Oui. C'est quand même que rarement dans l'histoire récente, on a vu un pay-per-view aussi booké à la dernière minute. Il y avait quand même que 3 matchs de booké avant vendredi. Ils en ont rajouté un vendredi. Il y en avait 4. Et ils en ont rajouté à la dernière minute. C'est-à-dire que ce pay-per-view, parce que si on parle de Hell in a Cell, il faut parler un peu de ça aussi. C'est un pay-per-view comme en ce moment, du coup, on a parlé déjà du nouveau paysage audiovisuel de catch. Voilà. Yes. Comme il y a beaucoup de choses à la télévision, du coup, les pay-per-views sont peut-être un peu moins importants. Et comme cette semaine est très importante pour la télévision, du coup, ils ont un peu oublié qu'il y avait un pay-per-view, alors que Hell in a Cell, c'est quand même historiquement. Je pense que c'est emblématique. C'est censé être un pay-per-view assez important, je pense. Oui, si. Et là, c'était un peu en mode oulala, et Hell in a Cell, il faudrait qu'on. Alors, quand même... on a ça dimanche. Pour moi, sincèrement, la triptyque WWE niveau pay-per-view, c'est Hell in a Cell, les matchs extrêmes, donc TLC, Table Ladder Chairs et WrestleMania. Enfin, à mes yeux, ça. Même pas le SummerSlam, c'est plutôt WrestleMania, SummerSlam. C'est plutôt Royal Rumble. Moi, je parle vraiment en termes de symbolique. Il y a Royal Rumble aussi, quand même. Survivor Series en dernier. Oui, c'est vrai. Je dirais qu'Hell in a Cell, c'est parmi les pay-per-views secondaires, c'est l'un des plus importants. Il y a un truc, c'est que. Excuse-moi, juste, j'ai une petite question aussi. Est-ce qu'il y a toujours le distinguo, ça fait longtemps que que je suis plus à WWE, est-ce qu'il y a toujours le distinguo pay-per-view Raw, pay-per-view SmackDown?
Non, ils ont arrêté ça. Non, maintenant les pay-per-views sont mélangés, malgré que les deux émissions soient séparées et n'aient pas le même roster. Mais ces derniers mois, ils ont pas mal triché avec ça parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait pas assez. Qu'ils avaient besoin de stars dans leurs deux émissions. Donc en fait, il y a deux rosters différents, mais quand même Roman Reigns est un peu partout, Becky Lynch est un peu partout. Et que les boules en feu, ça irrite. C'était pas lié au fait que l'Innocel c'était un pay-per-view Raw et vu qu'à priori c'est SmackDown qui est devenu le A-Show. Non, là c'était pour le coup c'était les deux. Non, c'est juste qu'ils ont rien booké ces derniers temps. Enfin, c'est un peu étrange quoi. On revient à nos moutons. Non, juste. Oui, si. Désolé. Ah pardon. Oui, c'est vrai que t'avais pas terminé. Non, mais je voulais rajouter un truc, c'est que par rapport à ce dont on parlera après. Mais ce qui est intéressant par rapport à Innocel quand même, si je me trompe pas, c'est qu'il me semble que dans le passé. En fait, tous ces pay-per-views, alors c'est Guillaume Verdun qui a déjà participé à ce podcast, bonjour, qui m'avait expliqué ça. C'est qu'en fait, c'est assez rigolo, c'est qu'à un moment donné, c'était quand même un peu obsédé par Kane et Taker dans les années fin 90, début 2000. Et qu'en fait, tous ces pay-per-views-là sont un peu des pay-per-views qui sont nommés par rapport à des thématiques un peu en fer et tout. C'est vrai. Alors, il y avait toute une collection avant. Il y avait Judgment Day. Et tout ça. Et je pense que ce pay-per-view là, c'est marrant parce que comme il n'y avait pas beaucoup de matchs et qu'au final c'était un peu l'idée c'était un peu de toute façon tout le monde va venir pour The Fiend. Ils ont pas regretté. Et du coup, je pense que c'était un peu l'idée presque de renouer avec l'ancien. Oui, tout à fait. C'est l'héritage. L'utilité de ce genre de pay-per-view, c'est-à-dire que c'était un peu un pay-per-view spécial The Fiend quoi. Ambiance un peu horrifique. Ouais. Voilà. Et on installe définitivement. Il y a Halloween en fin de mois, c'est un peu trop tôt, mais en fait ils auraient pu attendre. Enfin, je pense qu'ils referont autre chose avec. Le jour d'Halloween, ils sont en Arabie Saoudite. Je sais pas s'ils fêtent Halloween. C'est très drôle, ça fait peur. J'aime bien cette phrase, je sais pas pourquoi. C'est la magie de la WWE. Ça nous ramène donc à Hell in a Cell avec le premier match, donc le vrai, le viable. Et quel match, j'ai envie de dire. Le meilleur match de la carte de très loin. Carrément. Becky Lynch contre Sasha Banks. Victoire de Becky Lynch par soumission contre Sasha Banks. C'était un des meilleurs matchs en cage que j'ai jamais vu, moi. Tout ça. Ah oui, carrément. Ah oui, grave. D'accord. Bon, très très bon match. C'était le plus créatif que j'ai jamais vu. Oui, créatif. Je parlais de TLC tout à l'heure. Donc match extrême et machin. Il y avait des petits. C'est pas en cage, là, il a fait le distinguo match en cage. Ouais. Là, ils ont utilisé quasiment, ils ont fait l'utilisation des chaises et tout qui était hyper original. Des candlesticks, c'était vraiment hyper. Alors moi, je me souviens avoir vu un match quand même qui était aussi assez créatif entre les Usos et les New Day, où vous avez pas mal fait de trucs assez sympas. Vous avez coincé, je crois que c'était Xavier Woods avec un candlestick. Oui, j'ai vu ça. Si ça avait dans assez... le coin de la cage, c'est pas mal sympa. La deuxième partie du match avait tourné un peu au torture porn où c'était juste des coups de torture porn et le cerf. Mais là, par contre, franchement, ce match-là entre Becky et il est assez fou. Sasha, il était assez génial, quoi. Après, moi, j'ai toujours un petit problème avec Sasha Banks. Non, avec Sasha Banks et Becky. Je trouve que ça vient peut-être plus de Becky, mais il y a un côté un peu froid dans ces matchs, en fait. C'est-à-dire que moi, je trouve que là, le match était génial, mais ce qui manque, c'est un peu côté Gargano. Le cœur, quoi. Ouais, c'est le côté pourtant, un peu. La cage était rouge. Une couleur chaude. Non, mais il y a un côté un peu. Je trouve. Après, peut-être que c'est parce qu'elle veut se donner un côté un peu badass et tout, mais du coup, je trouve peut-être qu'elle est pas assez fragile en fait dans le ring ou un truc, mais il n'y a pas ce qu'on peut trouver dans un gros match comme ça à New Japan. Il va y avoir, on va vachement avoir d'empathie pour eux, alors que là, je trouve qu'il y a un côté un peu froid. Mais bon, le match était quand même assez génial, franchement. C'est l'un des seuls matchs où j'ai vraiment regardé des highlights et effectivement, c'était. Ça envoyait quoi. J'ai même hésité à le voir vraiment de bout en bout. Bah moi j'ai pas hésité, du coup c'est celui qui m'a fait voir. Parce que je suis mauvais élève. Sauf la toute fin du match est un peu étrange parce que Félix se fait tâter le micro. Je revérifiais pour des niveaux de son. Je sais pas si j'aime ça d'ailleurs. Merci, c'est une bonne guerre. Non, la fin du match, il y a un truc bizarre parce qu'il y a toujours des spots un peu bizarres. Il y a toujours à un moment donné dans un match hardcore un spot qui va être un peu bizarre pour mettre en place un truc. Ils vont faire un truc qui est pas logique comme ça. Je sais pas, là à la fin il y a Sasha qui balance. Je comprends jamais quand ils font ça. Ils balancent toutes les chaises sur le ring. Je comprends jamais ce concept de balancer toutes les chaises sur le ring. Ça, c'est l'héritage de l'ECW. Et après en fait elle met Becky sur les chaises et elle veut visiblement lui sauter dessus, lui faire un frog splash sur les chaises, mais
Et du coup, bien sûr, dès qu'elle, en fait, Becky en profite pour contrer tout ça, mais du coup, c'est toujours un peu le truc, mais bon, c'est le catch, c'est comme ça, il y a toujours un moment donné. On s'y attend, quoi. Oui, puis il y a toujours un moment donné où un catcheur doit faire une bêtise pour que l'autre puisse contrer. C'est toujours un peu, on peut pas toujours avoir des contres incroyables. Malgré tout, regardez-le. Pour faire simple, très bon match. Daniel Bryan et Roman Reigns contre Eric Rowan et Luke Harper. Vainqueur donc en tag team Daniel Bryan et Roman Reigns. Ils ont ressorti Luke Harper. Et ouais, t'es pas au bout de tes surprises. Il a encore l'étoile d'araignée et tout, mais. J'aimais beaucoup Luke Harper. Il a un peu le même moi aussi en fait. Ouais. Moi aussi et malheureusement. Et Daniel Bryan aussi. Oh là là. Perte de vitesse puissance 10 000. Non mais en même là, temps, au moins il a eu un truc à faire, mais bon voilà. Non mais Daniel Bryan il est Second plan, retraité quoi. Enfin il est retraité. Il est Oui, en mode oui, comme on les est d'accord. Styles d'ailleurs, il est en mode bon je reste là, je vais me mettre en valeur des talents. Je pense que c'est pas Je prévu sais pas qu'il s'il est de soit cet dans mes avis events lui, quoi. tu vois, de ça quoi, tu vois. Je sais pas si tu lui demandes est-ce que ça te va comme rôle, il va dire oui, tu vois. Je pense que lui il est assez généreux. Non mais ça bien sûr. Ouais. C'est pas ça que je veux dire, mais d'être sous-utilisé à ce point. Non mais là c'était un match assez long et tout. Alors moi ce match du coup j'ai été assez agréablement surpris, ça partait un peu, j'étais pas forcément intéressé à la base parce que Rowan et Harper c'est pas passionnant. Ouais. Mais en fait il m'a surpris, le match était bien. Mais souvent quand les matchs de Reigns, en fait les matchs de Reigns sont généralement bien bookés en mode match un peu épique avec des cascades et tout, généralement ils fonctionnent bien en fait, c'est con parce que... Il y a que Reigns qui fonctionne mal. Après, il me semble que c'était. Est-ce que c'est le payoff, c'est le climax de toute cette histoire alambiquée avec Rowan et compagnie ou pas? Est-ce qu'on va en avoir un peu abandonné, je pense. Du coup, la raison du match et l'après-coup, c'est quoi? Là, il y en Toi a pas qui suis énormément. beaucoup Là, plus le main roster. La raison du match, je sais pas, c'est que dans un des shows, il y a dû avoir juste un match et qu'en fait, ils se sont disputés et qu'ils ont eu un match un peu per-view. Enfin, ça revient à ce que tu disais au début. Non, oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc Rowan a fait son heel turn, enfin il était déjà heel, mais en disant que c'était lui le méchant, qui avait voulu écraser Reigns et tout. Et du coup, en fait, Bryan a fait son face turn sur tout ça en disant que lui, il était pas d'accord. T'es méchant. Du coup, je suis pas d'accord. Voilà. Et surtout qu'en fait, Rowan a agressé Bryan en mode non, mais j'ai pas besoin de. C'était un peu le sous-fifre qui devient le chef en bazardant son chef, voilà. Qualifié à la base du coup, oui. Et du coup, ça s'est fait naturellement que du coup, comme. Enfin, amis d'amis, voilà, ennemis d'ennemis, ça fonctionne. Du coup, c'était bien pratique pour le pay-per-view, je pense. Mais puis, ils veulent que Reigns soit sur les cartes, donc. Et qui a gagné du coup? Donc Roman Reigns et du coup, est-ce que c'est Rowan qui a été piné? Je ne sais plus. Mais je crois. De mémoire, je crois que c'est Rowan. Parce que la question, c'est est-ce que ça termine cette rivalité du coup? J'espère. C'est tout, mais honnêtement. Alors les gens s'attendaient à ce que Bryan éventuellement fasse un heel turn, c'est-à-dire qu'il ait fait semblant, le vieux truc du catch où je fais semblant d'être face et puis en fait c'était pas vrai. Je suis Fantomas. Mais en fait ils sont même serrés la main à la fin, je crois. Je crois qu'ils sont serrés la main. Ah oui, Bryan a un petit peu quand même, ils ont fait discrètement, mais Bryan a un petit peu levé le bras de Reigns quand même. Ça fait quand même, ils font ça régulièrement avec tout le monde, on a un peu marre. N'est-ce pas? Ça faisait longtemps. Avec The Rock. Il nous reste encore du pain sur la planche au niveau de la loose. Donc Randy Orton qui bat Mustafa Ali. Non, tu veux dire Ali. Ali, excuse-moi, tout court, effectivement. Mal, hein. Putain, on a vu le même match. C'était un peu chiant. Non, mais déjà, il y a un contre quand même, qui était le contre de la légende. C'était un des plus beaux contres que j'ai jamais vu de ma vie. Je sais pas. Oui, le RKO. Sauf que ça sert à rien parce qu'au final, il a quand même perdu. Donc, mais oui, enfin, pour expliquer. Donc, Randy Orton voulait faire un RKO à Ali, qui a fait le poirier, on va dire, pour essayer le RKO. C'est le contre du nocelle en fait, quoi. C'est non, ça pas un contre imaginatif. C'est en mode, en fait, non, je le prends pas. Ouais, mais c'est toujours ça. Ce que tous les catcheurs pourraient faire si c'était pas épuisé. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. Le contre, justement, qu'Orton avait fait face au Stomp de Seth Rollins, ça c'était. Voilà. Je trouvais où il l'envoie au ciel. Bon, écoutez, vous n'avez pas apprécié ce match. Non, mais moi je devais être encore assez positif à ce niveau-là. Je pensais, à partir de là, j'ai commencé à m'ennuyer dans le pay-per-view. Mais jusqu'au troisième match, j'étais encore positif. C'est pas que j'ai pas apprécié, c'est que Orton m'emmerde, quoi. Oui, comme beaucoup de monde. Voilà. Et surtout, c'est d'autant plus du gâchis, contrairement à Ali qui en sort pas grandi et qui avait eu un petit début de push. Et que voilà, la police du bon goût est d'accord avec moi parce qu'ils sont au tournant et
valide ce que je viens de dire. La Fashion Police. C'est ça. Non, elle est à NXT maintenant. Ouais. Après la Vegan Police de zut, j'ai oublié le nom du film. Scott Pilgrim. Merci beaucoup. Ensuite, Ah oui, les Kabuki Warriors, donc composés d'Asuka et Kairi Sane, voilà, contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Ouais, voilà. Là aussi, j'ai envie de dire au secours. Bon. Ça fait très random comme équipe. Hein. Pour moi qui n'ai pas suivi Nikki Cross, Alexa Bliss. Non, mais j'adore voir le visage, le visage de Raphaël. On pourrait en faire un gif. Et Alexa Bliss, elle a dit d'accord. Ouais. Et on attend toujours le heel turn d'Alexa Bliss. C'est le heel turn qu'on attend, mais qui n'arrive pas. J'ai l'impression qu'ils en ont. Elle est plus heel, Alexa Bliss. Je sais pas. Là où je sais pas trop si elles sont heal ou non, elles sont face parce que de toute façon Kairi Sane et Asuka sont des méchantes japonaises donc Sneaky Japanese. Crash à la I gueule don't des gens. speak English. C'est un peu dégoûtant quand ils crachent. Moi j'aime pas ça dans le catch parce qu'après Asuka elle avait les dents vertes, c'était assez dégueulasse. C'est le Great Muta, c'est l'héritage. Sinon elle est trop belle. De qui ils vont couper le pénis du coup ce coup-ci? Quoi? Chappy, pipi. C'est dans les années 90, c'était. Monday Nitro. Monday Nitro, ouais. Je sais plus qui voulait. Kaentai qui voulait couper le pénis de Val Venis. Oh, t'as jamais vu ça? Non, c'est légendaire. De bon goût des années 90. Ils l'amènent dans les vestiaires, ils le tiennent, ils le mettent sur une table, on voit pas évidemment, et puis il y en a un qui a un katana et tout. Oh putain. Ok, avec le petit accent qui va bien. Vince Rousseau, si tu nous écoutes. Très bien, Michel Leb. Qu'est-ce que je veux dire? Donc les Kabuki Warriors qui en fait n'ont pas été oubliés. Ouais, c'est ça. Qui existent en fait. Qui ont gagné surtout. Qui ont gagné, voilà. Et c'est ça que je je le disais tout à l'heure, elles ont gagné, elles sont maintenant heal. En général, un changement de position, ça équivaut à un push. Quand ça fonctionne bien, c'est quand ça fonctionne bien, ouais. Quand c'est cohérent, surtout. Apparemment, à Raw, si j'ai pas déliré, elles avaient quand même un match assez important contre Charlotte et Becky. Et elles ont gagné le match aussi. Donc, peut-être une mise au premier plan pour ces deux-là, ce serait quand même pas mal. Ce serait c'est tellement pour logique. Dire, si elles doivent être heal pour être pushées, pourquoi pas quoi, on prendra ce qu'on peut quoi. Mais honnêtement, moi, après je suis réatterri là-dedans après une grande hibernation WWE, mais sincèrement, moi ce duo-là, ce qu'ils en font, après elles sont tellement over les deux que à part les réduire un peu avec ce côté heal, Et puis Asuka, elle est assez cliente. Moi, j'ai toujours ce souvenir du Facebook Challenge avec The Miz qui, pour moi, avait beaucoup fonctionné. J'avais bien aimé leur alchimie, mais bref. Ouais, c'est genre, on aimerait bien espérer tout le bonheur du monde. Moi, c'est la WWE, la confiance a été brisée depuis tellement d'années. Moi, je pense qu'elles peuvent être en heal, ça peut fonctionner. Et elles peuvent avoir le fait qu'elles aient un match quand même contre Charlotte et Becky, c'est sûr que c'est pas rien. C'est vrai. Merci de nous ramener comme un peu. C'est pas rien, mais dès le lendemain, elles peuvent être complètement oubliées parce que Vince McMahon, il a 73 ans et qu'il a un début d'Alzheimer. Il a fait merde des japonaises. Mais quand j'ai autorisé ça. Comment elle s'appelle déjà? Donc, ensuite, rappelons qu'Asuka avait battu Becky au Royal Rumble. Kin. Il avait fait même tap out. Ouais. Rappelons-le. Les Viking Riders et Raphaël s'enfonce de plus en plus dans sa chaise contre Braun Strowman les Viking Riders et Braun Strowman contre The OC, donc AJ Styles, Luke Gallows et Carl Anderson. Victoire par disqualification. De qui? J'ai commencé dans l'ordre, donc par victoire donc de Strowman et de Moi j'ai commencé à dormir un peu là. Ouais. Il y a de quoi. Il y a de quoi parce que. C'est triste de dire ça avec un match avec AJ Styles et quand même autre chose. Effectivement, et puis les annonces là de tour du ring là de Strowman où c'est annoncé comme une fête foraine. Alors je te brief, en fait c'est Strowman qui s'est fait une nouvelle spécialité où il est en mode quarterback et où il tourne. Tu mets des gens autour du ring, ça peut être un ou plusieurs, et il tourne et il les bouscule en mode footballeur américain. Ouais, ça a l'air génial. Le gros problème de Strowman quand il fait ça, c'est qu'il n'y a que Kevin Owens qui arrive à le vendre correctement. Parce que Kevin Owens, en fait, il a commencé à faire ça avec Kevin Owens, et Kevin Owens faisait un salto à chaque fois qu'il lui rentrait dedans, à chaque fois. Ouais. Et aucun autre catcheur ne le fait. Même les légers, même quand il le faisait à Lio Rush, il le faisait pas, personne ne le fait, il le prenait un peu n'importe comment, alors que Kevin Owens fait... C'est sûr que l'effet waouh à chaque fois qu'il le fait. Mais les autres, non, ils veulent pas. Et puis là, on continue le naufrage en les ayant malgré tout rassemblés. Le fameux aussi, ça veut dire quoi d'ailleurs aussi? Original Club. Merci. Des J Styles, Hugh Gallows et Carl Anderson. C'est un peu passif-agressif leur.
Et pas Orange Cassidy. Ouh. Tu sais me parler, vous êtes des vrais amis. Ouais, bon, je pense que, comme Michael l'a dit, il s'est endormi, donc c'est la voix de... Je l'ai vu en highlight, celui-là, je l'ai pas regardé. Il y avait des highlights, c'est quoi les highlights? C'était juste pour bah, blague à part, c'est les ça. entrées. Blague à part, c'est le gros du truc, et puis le fait qu'il s'embrouille un peu post-match encore après. Ah oui, parce qu'en fait, ce match-là ne servait que... Oui, ah non, je confonds avec SmackDown, du coup. C'est à SmackDown qu'il y a eu le boxeur. C'était pas au pay-per-view. Oui, c'est à SmackDown. Ah non, mais il n'y avait pas le boxeur au pay-per-view. Non. Si, c'était à SmackDown. Le pay-per-view, c'était après le... Et c'est à Raw où il y a eu le boxeur et qu'ils ont essayé de faire un Mike Tyson, Steve Austin avec Braun Strowman et ce boxeur-là. Au secours, on arrive bientôt, cher fantastique. Alerte au goga. Alerte. Chad Gable qui a battu le King, Baron c'est fou, Corbin. on l'avait jamais vu ce match avant. Ouais, c'est vrai. Et Chad Gable, d'ailleurs, je l'ai pas vu. Qui a Surtout, coupé j'ai jamais vu Chad Gable gagner, moi personnellement. Il a coupé ma coupe de cheveux d'ailleurs, Chad Gable. Qu'est-ce que j'ai, à moins que ce soit l'inverse. Pauvre Chad Gable. C'est vrai parce que en fait ils ont parce que les deux sont pas des catcheurs si mauvais, il pourrait y avoir quand même un bon match. Chad Gable, il y en a Gable, même un qui est meilleur que l'autre. Oui, mais Corbin en fait même bien meilleur. Quand il veut, ça va quoi. Raph, imagine Chad Gable genre à la PWG quoi. Ou genre ah ouais, truc. non, mais même n'importe Ça où serait une ailleurs. légende. À la EW, à la EW, à la New Jap, n'importe où. Non mais Chad déjà Gable sur le est- circuit indépendant, tu vois. Il est officiellement appelé Shorty G. Bah ouais. Ah ouais. C'est parce qu'en fait la storyline Mighty c'est qu'on Mouse. lui fait des blagues sur sa taille Ah ouais. depuis à peu près 6 mois. Très bien. Et en fait là du coup That's good shit, pal. La police des shorties. Ouais, bon bah. du coup là c'était un peu sa victoire, mais c'est pas fini en fait hein. Bah Non, tant qu'à mais- faire. Parce que après le match, Et c'est pas fini. donc il a gagné contre Corbin. Mm. Mais après le match, Corbin l'a attaqué backstage. Avec son sceptre. Donc je pense qu'à Raw, j'ai pas vu, mais je crois pas qu'à Raw ils avaient un match. Mais a priori c'est pas fini. Mais est-ce que ça intéresse les gens? Ah, probablement Bah, pas. Non. Voilà. Non, si ceci, Gable est assez over. Hein. Oui, mais il a toujours été over, Gable, mais au final, ils n'ont jamais. Si, franchement. Il est quand même très peut-être pas récemment, il mais- est très c'est un gendre idéal quoi. Il y a rien. Enfin, en tant que personnage, il y a rien. Hein. C'est un petit, Ouais, mais ça un n'empêche petit pas. mec, Non, mais est-ce quelqu'un que c'est de sa peut faute être over quand même au final. Tu Même disais s'il a Félix rien dans- oui, mais il est ça over explique ou quoi comme le Après, le mec méritant quoi. Ouais, alors excuse-moi, mais Est-ce que Non, c'est pas moi. c'est de sa faute s'il y a rien en personnage? Oui, comme tant d'autres. C'est en partie de sa faute. Je pense que s'ils étaient plus doués, ils arriveraient à faire exister des mecs comme ça. Mais qu'à la base, surtout il inspire pas les scénaristes, quoi, Ouais. c'est sûr. Hein, y a pas Au grand-chose début, il à- avait carry pas mal d'overness des American Alpha. Voilà, et Voilà. puis Ça a comme, duré quelques mois, puis bon, après, Ouais, mais forcément, ça ça s'est a mis en combien enregistré, donc d'années ça s'est maintenant, éteint, hein. c'est mort dans l'œuf. J'ai revu une vidéo sur la page YouTube de la WWE. Il y a une vidéo où il y a des gens qui commentent je sais pas quoi, et il y avait Kurt Angle avec Kurt Angle Dans le avec coin. Dans l'angle. Jason Jordan, et ils écrivaient toujours Kurt Angle et son fils Jason Jordan. Non mais on sait que c'est pas son fils, mais bon, Ouais, vous ouais. pouvez arrêter maintenant. Il cache plus. Quel Vous êtes pas naufrage. obligé de nous dire que c'est son fils quoi. Encore un naufrage de plus à rajouter. Charlotte Flair qui a battu Bayley par soumission. Ouais. Bah, vraiment, Preuve que vraiment Bailey, quelconque. même en ouais. heal, Ouais, ça sert à rien. Vraiment quoi. quelconque. Je commence à en avoir marre du côté ouin-ouin de Bayley. Oui, ceci dit, ouais, c'était pas si mal, mais c'était pas par Non. rapport au premier match, c'était un peu difficile. C'est dur, ouais. Ils se sont dit on va aller avec la valeur sûre. Mais Bailey, Je suis un peu. Je catcheuse, pense hein, que je suis quand un même. peu dur. Je pense que je suis un peu dur Ouais, parce que sur ce Bailey, match. elle est bien, son personnage est pas terrible, mais. Non mais la catcheuse, Ah non, c'est une très bonne catcheuse, y a rien à dire, hein, Il a là-dessus. jeté depuis Mais le le départ. match quoi. était assez court, je pense. Je sais pas combien de temps il a duré. 10 minutes 15. Ouais, c'est court hein, quand même. Pour installer un truc, ouais, c'est un peu delicate. Bon, et bah, ce qui nous amène enfin un peu au tournant du fantastique. Seth Rollins contre The Fiend, a.k.a. Bray Wyatt. Alors, en termes de bordel organisé, ça se pose là. Déjà, j'ai envie de dire, cage rouge, filtre rouge. Du rouge sur du rouge. Ouais. Rien de Blanc. bouge. Super. C'est parfait. À ce qui Les paraît, le public ne voyait pas grand chose. Tu Et m'étonnes. pas que les spectateurs Ouais, c'est ça. à la télé non plus. Non, moi pas aussi, grand-chose. je t'avoue que... moi, Si, ça va. Ça va, mais. Ça va. J'ai vu On pas mal de discernait les commentaires. formes. Ouais. Alors, Est-ce qu'il y avait grand chose à voir? voilà, c'est ça, on commence l'éloge du trolling. Quand même, Volodia, on avait eu l'occasion de parler avec lui en off du match, il nous disait que, alors il parlait pas du match en tant que tel, mais que le personnage du Fiend, alors ça c'est le grand débat, fonctionnait quand même globalement pas trop mal sur elle.
et que nous disait donc Volodia que bon ça l'entrée etc ça passait, ce qui est plutôt pas mal sur le sujet qu'on va amener doucement côté du fantastique, parce que moi j'avais pas fait gaffe, apparemment Michael tu vas confirmer, il y a la tête de Bray Wyatt dans sa sur la lanterne, je sais pas si c'est censé être vraiment la tête de Bray Wyatt, on dirait la tête de Rob Zombie, je trouve. En même temps c'est juste très fait, proche, je pense. C'est censé être la tête de Bray Wyatt parce que c'est un peu trop bien fait, justement, parce que c'est un peu flippant. Oui, c'est la seule image que j'ai vue du film, effectivement, avec sa lanterne, avec la gueule dessus, c'était pas mal. Parce qu'ils avaient dû le retirer, je sais pas, de YouTube ou un truc comme ça, parce que ça avait été considéré comme un peu. Peggy 18. Ou alors d'un recap sur une chaîne, je sais plus quoi. D'accord, c'était pas PG. Au moins, s'il faut dire un truc positif, beaucoup de gens ont pensé qu'ils seraient un peu revenus en arrière sur ça, parce que c'était un peu too much. Ils ont essayé d'aller à fond dans le délire avec tous les trucs sur les Firefly Funhouse. C'était une bonne série. Hein. À la Don't Hug Me, I'm Scared et tout. Et puis après la transformation vraiment plus complète en The Fiend. Donc avec un masque et puis un personnage hyper destructeur et agressif et vraiment horrifique, quoi. Genre qui débarque de nulle part. Moi, ça avec marche toute pas une du mise tout en sur scène. Surtout Destructeur, en fait, c'était Seth Rollins qui était Destructeur, là, c'était pas The Fiend. Non, je veux dire le personnage, ouais. Alors, voilà, on va et commencer là, le déroulé du match, justement. Je laisse peut-être Michael, parce que on te laisse c'est lui l'expert du main roster dans le début, crew. j'ai un peu oublié, mais bon, il catch. Voilà. Puis au bout d'un moment, Seth Rollins prend. C'est ça qui est un peu le problème, c'est qu'en fait, toute la partie où à la limite The Fiend pouvait avoir un peu d'offense, j'ai un peu oublié. Mais ce qui a marqué les gens, c'est qu'au bout d'un moment, Seth Rollins prend complètement l'ascendant et fait un stomp. Non, il fait 3 stomps. Il commence à faire 3 stomps à The Fiend. Et il fait pas le tomber tout de suite, je crois, il fait d'autres trucs. Et The Fiend kick out, donc se relève du tombé à 1. Donc là, les gens sont assez contents. Et après, en fait, du coup, il y a une espèce de surenchère. En fait, The Fiend ne reprend pas vraiment l'avantage. Non, il rajoute des stompes. Après, il rajoute des stompes, il en fait genre une dizaine. Et il commence à entasser des chaises, des merdes sur The Fiend. Sur lui, il finit par balancer carrément un sledgehammer. Il prend un sledgehammer. Un coup de chaise dans la tête, frontal comme ça. Et The Fiend kick out encore. Donc après, il met plein de trucs sur lui. Il prend une caisse à outils qui a l'air assez lourde et il tape dessus. Tout ça, ici donc ça continue. Après, il finit par prendre le sledgehammer de Triple H, dont il a hérité, oublié, il avait battu Triple H, rappelons-nous, à WrestleMania. Et là, en fait, quand il va l'utiliser, l'arbitre lui dit non, ça va trop loin, non, arrête. On est dans un Hell in a Cell, ok. C'est dangereux. Du coup, comme tu disais, Michael, gros, entre guillemets, gros suspense ou pas. Donc en fait, il finit par donner son coup de sledgehammer. Et là, l'arbitre dit que ça va trop loin. Il y a des limites quand même à la juste, comment est-ce qu'il donne le coup de sledgehammer du coup à l'ancienne avec la main sur le. Non, alors là en fait, il a simplement en fait, pour expliquer. En mode bourreau. Il y avait des trucs entassés sur. Il a tapé sur les trucs. Et il a tapé sur les trucs un peu à côté. En plus, c'était pas terrible. Et rappelons-le, tout ça dans une ambiance rouge. Rouge, où tu vois que dalle. Et donc là, l'arbitre dit non, c'est pas possible, il y a des limites. Et coup de cloche de fin de match. Alors, au final, on sait pas trop si c'est un referee stoppage, donc on a arrêté. Ils l'ont dit officiellement. Au départ, c'était genre c'est un no contest, une espèce de DQ ou no contest. Oui, et là, ils je ont confirme. Dit, le mot exact, enfin l'élément de langage, comme on dit, c'est match stoppage. Et c'était pas un no contest. Si, c'est un no contest. Mais il le considère comme du coup, no au contest. final, même la morale, c'est pour ça que les gens sont pas contents, c'est qu'au final, on est d'accord que si le match a été arrêté parce que en gros c'est trop violent. Enfin, ce match, même l'histoire de ce match, c'est que Seth Rollins a tellement tabassé The Fiend qu'ils ont arrêté le match. C'est quand même l'histoire du match au final. Alors que The Fiend est censé être genre le diable, quoi, je veux dire, qui arrive sur Terre et qui terrorise tout le monde et qui est un monstre de torture. Faut-il rappeler que quand il a voulu s'attaquer à Seth Rollins la première fois, Seth Rollins s'est mis dans un coin et a crié comme une petite fille. Mais oui, et moi j'avais trouvé ça hyper over the top, c'est ridicule. Alors justement, c'est les autres dont on va parler. Justement, là, moi je trouve qu'il y a un énorme gâchis. Ce qu'il faut aussi rajouter juste avant que je partage mon avis, c'est qu'il y a un truc
après cette séquence-là, il y a une dernière séance finale où The Fiend repop à côté de Seth Rollins et commence à lui foutre des doigts dans la gorge et lui fait saigner en du mode sang. Mankind. Il fait saigner du sang. Putain, c'est pas banal. Non, avant ça, il y a un truc qui a énervé les gens. Tout ça dans une ambiance rouge. Ridicule. Non, là, il avait enlevé le filtre. Avant qu'il fasse ça, il y a quand même un truc oublié. où il voulait foutre The Fiend sur une civière. Oui, exact. C'est quand même parfaitement ridicule. Ça, c'est absurde. C'est-à-dire que Mick Foley qui tombe de la cage, Shane McMahon qui tombe de la cage, la civière, mais après il se relève. Et alors là, juste une caisse à outils et des coups de chaise, la civière. Enfin, et on arrête le match aussi. Mais c'est même pas la question. On n'a jamais vu l'Undertaker partir sur une civière. Faut pas que je sache. Oui, voilà quoi. Aussi, ouais. Non, la rigueur en mode no-sell, début 90, tu le mets pas, tu fais pas se faire tabasser par un mec qui revient sur le terrain. Si tu peux le faire se faire tabasser à la limite, mais enfin, faut que ça se finisse enterré sous 2 tonnes de terre. Oui, voilà. Et puis même, tu peux pas changer les règles de ton univers comme ça, quoi. Quand t'as habitué 20 ans de match Hell in a Cell où il peut y avoir du sang ou pas, mais c'est un où reboot, c'est violent, où s'il y a pas de disqualification, ou ceci ou cela, où il y en a qui tombent de la cage et le match continue, il y en a ils pissent le sang toute leur mère et le match continue. Et là, c'est complètement incohérent, mais moi je trouve qu'il y a quand même un grand gâchis là-dedans. Moi, The Fiend, la façon dont je l'ai perçu, c'était pas un mec qui maîtrisait tout, c'était pour moi, c'est dans le potentiel de booking, c'était le pouce au crime. C'est le mec, et c'est le seul moment du match où ça a marché pour moi, c'est le mec qui faisait dire à Seth Rollins, et peut-être à d'autres, justement, ce que dit l'arbitre très mal, je vais trop loin. Parce que la séquence où il prend le sledgehammer, dans l'ensemble, c'est globalement bidon, mais il y a ce moment où tu te dis, putain, ouais, effectivement, il est en train de le pousser, mais psychologiquement uniquement. Et je me dis, il y a vraiment un loupé par rapport à ce personnage de film qui pourrait, d'autant plus avec la construction de Firefly et tout ça, le truc... Je sais pas si c'est vraiment ça l'intention du personnage. Plus que ne l'était celle de Bray Wyatt avant. Ça, c'était l'intention de Bray Wyatt. Quand tu regardes Bray Wyatt contre John Cena il y a quelques années, c'était vraiment vas-y, deviens méchant, n'hésite pas, va trop loin. Alors que là, The Fiend, quand il débarque à Raw et compagnie, c'est vraiment juste pour faire le mal, pas entraîner les autres à faire du mal. C'est juste lui faire le mal, quoi, j'ai l'impression. Donc c'était un peu contradictoire. Après, ça peut s'adapter à chaque personnage. Et là, je l'ai ressenti vraiment comme ça pour Rollins. Moi, je trouve ça très pertinent ce que tu dis, parce que j'avais pas pensé à ça et je me souvenais pas que Bray Wyatt faisait ça. Mais en fait, du coup, maintenant, je me dis que peut-être qu'en effet, c'était un peu l'idée du match et qu'en effet, il y a un gros malentendu. C'est-à-dire que peut-être qu'en effet, la WWE voit ça comme ça. Et du coup, je trouve ça possible maintenant que tu dis ça. Que si toi, tu as eu cette vision du personnage. Clairement. Alors que je pense que les gens, ils veulent juste voir un espèce de. Il y a eu un malentendu parce que là, du coup, je pense que les gens voient juste The Fiend comme une espèce de monstre qui va tuer tout le monde en fait. Donc ils veulent pas ça. Donc il y a un malentendu sur le personnage à ce moment-là. C'est peut-être aussi un malentendu par rapport à la décision justement de faire que l'arbitre arrête le match sur une DQ alors que c'est un Hell in a Cell, tout ça, et que du coup ça fait passer hyper mal exécuté, mal pensé quoi. Toute la construction de The Fiend au second plan parce que tout le monde va se rappeler que du finish que les gens considèrent foiré et vont pas essayer d'analyser plus que ça au final. Et puis ça a donné l'impression aux gens que au final, c'était pas The Fiend le héros de cette histoire, c'était Seth Rollins en fait. Au final, c'était victime et Seth Rollins qui était The Fiend, il était la moitié du match, il était par terre sous des trucs qu'on ne voyait pas quoi. Je veux dire, c'était juste Seth Rollins qui était là en mode qu'est-ce que je dois faire en mode acteur studio ridicule. Faire se relever quand il était enterré sous un tas de merde. Bah oui, il le fait se relever en mode il pousse toutes les chaises. Ou même le téléporter ou un truc justement rester dans. Après, c'est assez difficile. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que donc d'une part, c'était probablement l'un des matchs dans l'histoire du catch qui a été le plus mal reçu par le public. Je pense que j'ai rarement vu un match. Ah oui, j'ai rarement vu un match hué à ce point-là. On va dire dans l'histoire moderne quand même ou dans l'histoire. Ah bah après, mais je pense qu'il y a tout le contexte actuel avec justement toutes les alternatives qu'il y a et tout, parce qu'il y a eu beaucoup de chants AEW, il y a eu des chants remboursés, il y a eu des chants Cancel the Network. Cancel the Network, on en a déjà eu avant. Il faut dire quand même un truc, c'est que c'est pas que, il faut bien expliquer, c'est pas que la fin du match qui a fait ça, parce qu'ils ont commencé à huer de façon très massive quand Seth Rollins faisait plein de stompes à Bray Wyatt. Et alors moi, à ce moment-là, je me suis demandé, parce que c'est quand même assez... Faut quand même dire, alors c'est un autre sujet, mais c'est par rapport au public de catch, parfois c'est difficile de savoir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que moi, là, à ce moment-là... C'est impossible. Quand ils huent parce que Seth Rollins fait plein de stompes, The Fiend n'a pas encore perdu, il peut tout à fait revenir et le tabasser. Donc à ce moment-là, je me dis... Parce qu'après, je vois un peu les commentaires sur Internet. Est-ce qu'ils sont pas contents parce que...
ils se disent à ce moment-là, bon, ça y est, l'idée c'est qu'il va finir par le battre en faisant plein de stompes parce qu'il a battu comme ça Brock Lesnar. Donc voilà. Ou alors, est-ce qu'il y en a, mais je pense pas que c'est pour ça que les gens ont hué. Il y en a quand même après, a posteriori, qui ont aussi gueulé parce que c'est pas réaliste et que on peut pas faire un stomp qui est censé être un finisher qui est déjà assez fort à la base. C'est con, mais il y a que contre Lesnar qu'il faut le faire plusieurs fois. Mais en général, il en a besoin que d'un pour battre. Mais c'est là où tu vois qu'il y a vraiment deux publics. Je pense que je vais avoir une partie un peu méprisante, pour pas dire condescendante, je vais l'assumer. Mais des personnes qui vont être incapables. Est-ce que c'est à mettre sur le compte de la jeunesse, ou je pense qu'on peut être très vieux et con en termes de narration aussi, hein, mais qui vont venir t'argumenter que tu peux pas faire autant de stomp machin, et que tu te dis mais attends, ça peut être pour installer quelque chose. Si ça avait été bien géré sur ce match-là et sur plein d'autres, c'est complètement absurde. Donc de venir mal réceptionner comme ça, et en plus la WWE qui très certainement devait suivre là aussi dans le sens du public, n'assumant pas peut-être ce qu'il voulait faire initialement. Donc on se retrouve dans un fratras monstrueux. Et puis un truc d'époque aussi qui ne parle pas, ce qui permet de faire la pirouette. Si tu voulais rajouter quelque chose, Michael, avant, n'hésite pas, mais de faire la pirouette sur ce qu'on avait annoncé sur le Fantastique. C'est-à-dire qu'on a deux types de réception du Fantastique qui sont plus du tout les mêmes. On en avait un petit peu parlé avec effectivement les fameux effets d'éclair à l'époque de Bray Wyatt qui soi-disant avait récupéré les pouvoirs de l'Undertaker. Et aujourd'hui, comment tu amènes du Fantastique? On l'amène évidemment plus de la même manière. Voilà, je sais pas si tu voulais dire quelque chose avant qu'on marque doucement cette transition-là. Ouais, non, juste par rapport à la façon dont ça a été reçu, moi, des podcasts que j'ai vus, ça a l'air d'être un peu ambigu. C'est-à-dire que d'un côté, les gens ne sont pas contents parce que c'est là que moi je trouve ça débile. Mais alors, parce que là, du coup, c'est un sujet, mais pour moi, c'est un problème qui était déjà un problème. C'est-à-dire que les gens adorent The Fiend et n'ont pas été contents dans la façon dont il a été booké là. Le truc, c'est que pour moi, The Fiend, le problème, alors, on va en arriver justement au problème des personnages fantastiques. Pour moi, le problème était dès le départ avec The Fiend. Et c'est pas simplement qu'il est booké ou pas dans un match pour le titre. C'est que, pour moi, il y a un problème à booker un personnage qui est bigger than life, qui est hyper fantastique et tout, parce que ça ne sera jamais à la hauteur de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que moi, personnellement, qui ne suis pas forcément le plus grand fan de Bray Wyatt, Bray Wyatt n'est pas le mec le plus impressionnant dans un ring. C'est certain. Et c'est marrant parce que moi, je me suis fait la réflexion. Pour prendre un exemple très simple, Brock Lesnar. Brock Lesnar, il peut être booké comme toujours maintenant. Il peut être booké comme un monster heel absolument imbattable et qui tue tout le monde et qui est flippant parce que la façon dont il catch, on a l'impression qu'il tue tout le monde et qu'il va blesser tout le monde et qu'il est super dangereux. Non seulement la façon dont il catch, mais le background légitime qu'il a acquis, quoi. Alors que Bray Wyatt, absolument pas. Donc le problème, c'est qu'on peut en faire un espèce de mec avec un masque hyper flippant, qui a des trucs de tout ce que tu veux, de Joker et tout. Sauf qu'une fois qu'il est dans le ring, c'est Bray Wyatt avec un masque qui fait des coups pas fascinants. Et tu vois juste Bray Wyatt avec un masque. Ça peut pas, l'illusion tombe directement. Donc les gens, ils sont pas contents que ça ait été mal booké. Mais en même temps, j'ai l'impression que ce qu'ils attendaient, ça pouvait pas arriver. Et juste pour terminer, ce que les gens, moi, quand je vois les podcasteurs américains, ce qu'ils attendaient vraiment, mais là, je trouve que c'est là que le problème, c'est que parfois les fans veulent des trucs. Ils trouvent ça débile, mais ils veulent des trucs encore plus débiles en fait. C'est-à-dire que ce qu'ils voulaient, vraiment, il y a plein de gens, ils disaient, moi, je veux pas qu'il y ait un bon match, je veux qu'il y ait un nouveau champion et je veux que The Fiend batte Seth Rollins en 3 secondes. Mais à ce moment-là, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez du catch? Vous voulez juste que votre personnage que vous aimez bien gagne? C'est ça que je comprends pas bien. Donc au final, les gens étaient déçus parce que The Fiend n'a pas été juste hyper dominant dès le départ et n'a pas tabassé. À partir du moment où il était un peu dominé, ils ont commencé à gueuler parce qu'ils voulaient que The Fiend soit booké, et donc c'est le truc de takerer tout. Les gens aiment qu'un personnage soit booké comme un mec absolument imbattable qui à la limite n'est plus qu'un catcheur, mais que voilà. Le problème, c'est que ça a une limite à un moment donné. Sauf qu'ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça avec l'Undertaker. Ils ont toujours respecté le fait qu'il puisse être mis en péril et même perdre. Sauf à WrestleMania, jusqu'à Brock Lesnar. Mais en plus, Undertaker, ce que les gens oublient, c'est qu'il était heel à la base et qu'il gagnait ses matchs. Ses premiers matchs, Taker, il les gagne en trichant avec Paul Bearer qui a son urne et tout. Oui. Et tout. Donc c'était un heel. Tu disais, Raphaël? Rien, je dis juste pas que ses premiers matchs. Oui, il y a après, pas mal de périodes, il y avait Paul Bearer. Quoi. Oui, mais il a assez vite fait son festin après. Mais disons que sur les premiers. Les 6 premiers mois, il était. Quand tu regardes la façon dont il a regardé son premier titre de championnat, c'était vraiment grâce à Ric Flair et Paul Bearer, quoi.
Moi, je me posais une question, ça permet de faire un parallèle justement avec une émission sur laquelle Raphaël était très présent. C'est cette fameuse donc l'émission sur le catch japonais, votre petit carnet de voyage avec Laure, et vous nous aviez parlé d'une fédération assez particulière qui virait un peu sur l'ésotérique et le fantastique, la Makai. Ah, la Makai, ah oui. La Makai, et où là, bon, c'est vrai que culturellement, on en a parlé dans l'émission, on vous y renvoie si vous voulez, c'est quand même très culturel et assez ancré avec un folklore et une certaine pop culture japonaise. Théâtre, kabuki et tout ça. Ouais, c'est pas vraiment du catch au final. Ouais, justement. Et là, je me pose la question en entendant Michael et surtout le parallèle qu'il fait avec les podcasteurs qui ont des demandes complètement aussi aberrantes. Est-ce qu'il pourrait pas trouver quand même un truc qui est beaucoup plus tranché, où effectivement il vaincrait de manière très clean, mais qui donnerait quand même quelque chose d'un match de catch, enfin un compromis entre le genre gagné en 3 secondes, mais qui assierait vraiment sa domination. Plus de mise en scène que de faudrait qu'il prenne un mec qui c'est vraiment un bon catcheur, au moins un bon catcheur, un très bon catcheur. À toi, ça partirait là-dessus. C'est intéressant. Par rapport à ce que disait Michael, en fait. Ouais. Et lui coller une gimmick fantastique par-dessus, mais voilà. Non, mais Brock Lesnar, sans gimmick fantastique, il vient de battre Kofi Kingston en 2 secondes. Ouais, non, mais et on a tous ça a choqué personne. Enfin, sans parler d'un mec comme Brock Lesnar qui a déjà un physique de base ultra impressionnant. J'en sais rien. Moi, je prends au hasard Okada. Tu vois, prenons Okada, qui a un physique qui est musclé, mais voilà, faire 1m80, je crois. Musclé sec, comme on dit. Musclé sec, tu vois, il est pas. C'est pas un monstre. Moi je trouve qu'il se bat vachement bien, j'adore Okada. Ouais, moi aussi. Pareil. Tu lui cales un gimmick fantastique, en plus c'est au Japon, alors même sans aller dans le truc japonais, même aux États-Unis, tu lui cales un gimmick de Bray Wyatt où il vient avec sa lanterne, son truc il se téléporte, machin. Mais en allant encore plus dans le délire, avec la téléportation, les éclairs, tu rajoutes un truc. Et sauf que lui en plus il fait des super bons matchs. Et de temps en temps il se téléporte ou il fait un truc comme ça, il éteint la lumière, il est plus là. Ou alors. Excuse-moi, juste, tu prends donc un mec, Bray Wyatt comme le Bray Wyatt qu'on a connu avant, mais en allant vraiment à fond de balle, genre il peut pas gagner un match sans passer par du fantastique. Là au moins tu vas vraiment à fond dans le truc, et voilà. Ouais. Ce qui est paradoxal, c'est que je crois que ce qui les gêne dans l'enchaînement des stompes, c'est-à-dire qu'ils veulent que Bray Wyatt soit méga fort et batte en 2 secondes Seth Rollins. Il y a fort et résistant. Est-ce qu'on parle de quelqu'un vraiment de fort en termes de puissance? Ils veulent pas que ce soit résistant, justement. Ils veulent que ce soit lui qui tabasse l'autre mec. Voilà. Et d'un autre côté, je pense que les mêmes gens te disent 2 secondes plus tard que quand Seth Rollins fait plein de stompes à Bray Wyatt, ils sont énervés parce qu'ils trouvent que c'est pas réaliste et qu'ils y croient plus. On peut ne pas l'en vouloir parce qu'il a commencé un peu à entamer le truc. Parce que du coup, ils ont peut-être pas été contents aussi parce qu'ils sont pas allés à fond les manettes dans le fantastique avec The Fiend. Si c'était relevé comme on avait dit, ou qui bloquait le pied de Rollins avec la bouche, ou j'en sais rien. Il faut pas oublier qu'avec Bray Wyatt, ils ont quand même eu toute une période où ils projetaient des cafards sur le ring. Ouais, putain, ça c'est vrai que c'est. Et ça n'a pas vraiment plu aux gens non plus. Non, c'est sûr. Fort Boyard. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien. Tu passes de Fort Boyard à téléporter, ça sert à quelque chose. Mais il y a une période où, ton adversaire. En parlant des personnages fantastiques, Taker, il y a une période où il faisait des éclairs, il faisait bouger le ring comme un Jedi. Est-ce que chercher les gens du trou? Est-ce que les Young Bucks qui font un Hadoken à l'AEW, ça compte comme du fantastique? Je sais pas. Bonne question. Ils ont touché mais ils ont mis. Oui, ils ont touché avec les points. Donc ça va. Si, moi je peux je prends vraiment au pied de la lettre le truc, mais si, parce qu'en fait, on est en train de faire le distinguo entre réaliste et irréaliste ou surréaliste. Parce que c'est du catch et donc que c'est faux, on peut se permettre de faire plein de trucs, mais en même temps le catch c'est quand même un sport de combat qui doit se faire passer, enfin c'est un théâtre de sport de combat, donc ça doit se faire passer par un sport de combat, quoi. Voilà, au moins la dimension donc c'est très difficile. Après ouais, voilà, c'est à quel moment on tombe dans la dénaturation complète et pas, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, la dénaturation complète en mode Makai, genre c'est un théâtre particulier avec du catch dedans et pas un catch qui est mis en scène un peu comme avec The Fiend, ou un truc à la Lucha Underground où il y a vraiment des personnages qui ont des super pouvoirs, et puis il y en a qui en ont pas, et puis il y en a qui sont qui ont un côté obscur de la force, un côté blanc. Ils ont trouvé un bon équilibre, mine de rien. La Lucha Underground, c'est tellement évident ils que avaient, pas trouvé. parce qu'ils sont morts maintenant. Bien sûr, mais en tout cas, il y avait effectivement les featurettes qui venaient rythmer, donc qui réglaient le problème des pouvoirs fantastiques, et qui faisaient que après, si le mec ou la nana était overpowered, c'est parce que surpuissant ou surpuissante, c'est parce que il avait acquis tel pouvoir et telle médaille.
en matière de mise en scène, je pense que c'était moins choquant et moins absurde parce que ça se passait pas devant la foule, mais il fallait le voir à la télévision. Et il y avait une direction artistique. Kitsch, certes, mais il y avait une direction artistique. C'est une question de contexte, c'est-à-dire que si t'as un univers où t'as des personnages comme ça, dès le départ, pourquoi pas ? Le problème, c'est que... Un parmi d'autres, quoi. Là, The Fiend, il est tout seul, donc s'il est magique et qu'on peut pas lui faire des stompes et qu'il gagne le match sans problème, qui va le battre après ? Il faut un autre personnage fantastique. Ouais. C'est genre ça défie les règles diégétiques du truc. Il y a une autre fédération qui fait un peu ça, une fédération très indépendante qui s'appelle Underworld. C'est un film, ça. Non, mais c'est très narratif, c'est très la Lucha Underground, mais dans un univers à la un peu vampire et loup-garou, avec des clans et tout ça. D'accord. Donc là, le parti pris de base... C'est le True Blood du catch. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Mais en plus gore, on va dire. Mais là, c'est vrai que c'est un peu comme Lucha Underground. Le parti pris, c'est que il y a des trucs fantastiques. Du coup, c'est qu'en fait, on peut pas vraiment mettre du fantastique dans n'importe quelle ligue. Alors, c'est-à-dire que si demain je regarde un show de la NGPW. La GCW. Game Changer Wrestling. Game Changer. Après, je connais pas beaucoup, j'en ai pas regardé beaucoup, mais là, si tu me sors un personnage fantastique dans cette ligue-là, ça risque de faire un peu bizarre, quoi. Oui. Mais à côté de ça, il y a, comme je disais tout à l'heure en off, Joey Ryan qui revient d'entre les morts avec une armée d'hommes pénis à laquelle elle a la et qui peut utiliser son pénis pour renverser ses adversaires. Je pense que c'est différent parce que c'était quand même un registre comique, quoi. C'est ça. Donc c'est pas censé être fantastique. Mais c'est réaliste aussi, quoi. Tu baves un peu dans le fantastique. Oui, il y a catch comique et catch comique. Il y a le catch comique où on joue avec l'adversaire. Il y a catch comique un peu surréaliste à la Joey Ryan. C'est ça. Je pense vraiment que c'est ça. C'est moins délicat de faire accepter le truc quand c'est sur un ton un peu comique. Alors que quand c'est sérieux, là, il faut quand même que les gens prennent pas ça. Oui, c'était le délire religieux christique dans le sens il revient et puis après on repart sur Joey Ryan. En fait, il y a pas de. Moi, j'ai deux remarques et une question. La première remarque, c'est que évidemment, on a commencé à lister en off les personnes dont on se souvenait. Donc il y a l'Undertaker, il y a Kane, on pensait à Papa Shango, et voilà, Boogeyman dans une moindre mesure. Typiquement, Papa Shango, moi à l'époque, je me souviens, j'étais gosse, j'étais impressionné parce qu'il claquait des doigts, la lumière s'éteignait, la lumière se rallumait, les mecs étaient en feu ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait un truc. Et puis surtout, c'était un reflet d'une époque. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que on a beaucoup parlé de Brock Lesnar et je pense que c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que la vision du fantastique, elle est pas de plus en plus en train en particulier dans le catch, avec le culte du corps et de la prouesse technique et physique, est-ce qu'elle est pas de plus en plus en train de se rapprocher de la même manière que dans un Rocky IV avec Drago, avec le culte effectivement d'optimiser les prouesses physiques, etc. On va dire de l'homme 2 ou 3.0, c'est-à-dire transhumanisme. Exactement, j'allais y arriver, le transhumanisme, et en tout cas des mecs et des nanas qui sont déjà tellement impressionnants physiquement. Bon, on parle beaucoup de Will Ospreay ici, on a parlé de Brock Lesnar, qui déjà font des trucs de ricochet. Même Seth Rollins, qui est surnomme le CrossFit Jesus. C'est vrai. C'est vrai, dans l'émission de Sheamus, effectivement, qui gagne régulièrement là-bas. Voilà, ma question, c'est est-ce que ça peut encore fonctionner vu qu'on est aujourd'hui dans une époque qui est, voilà, tu as lâché le mot transhumanisme et CrossFit. Pour qui le fantastique il est plus de ce côté-là en fait aujourd'hui. Dans les gens tu l'associes sans faire des cours de littérature, le fantastique plus Maupassant qui se rapproche du film et de Bray Wyatt. Aujourd'hui fantastique c'est CrossFit quoi. C'est les concours de mecs les plus puissants du monde qui soulèvent des bagnoles, qui tirent des avions. T'as vu ce mec, il a réussi à faire autant de flips par-dessus la troisième corde vers l'extérieur. Voilà. Est-ce que c'est mieux que machin il a balancé un éclair sur l'autre quoi. Oui, disons que le spectacle, disons que si j'essaie d'interpréter ce que je crois avoir compris de ce que tu dis. Oui. Non, mais c'était clair, mais c'est moi qui suis un peu. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas forcément des catcheurs spécialement impressionnants dans ce qu'ils faisaient ou dans ce à quoi ils ressemblaient, à part les très très grands, voilà, comme Taker et tout. Donc il fallait peut-être des trucs un peu fantastiques et tout ça. Alors qu'en fait, maintenant, les catcheurs sont suffisamment impressionnants eux-mêmes pour qu'on n'ait pas forcément besoin de fantastique. Ouais, on n'arrête pas de parler de super-héros. Et d'un autre côté aussi, est-ce que ça a vraiment marché les catcheurs fantastiques ?
l'Undertaker, Kane. Sorti de l'Undertaker. C'est une bonne question. Papa Chango, il est arrivé la première fois, il a raté son. Oui, mais c'est tout ça. Oui, mais moi j'en ai un autre. Gangrel, ça a jamais marché. Boogeyman, pareil. Il y a C'est du mid-card. Ouais, Kane Kane, aussi, ouais, mais Kane c'est en relation toujours avec l'Undertaker. Voilà, c'est ça. Moi j'en ai un autre qui est indépendant à l'Undertaker. Alors, attendez, parce qu'on n'a pas entendu ce que disait Raphaël du coup. Pardon. Jusqu'à la WWE, en fait, je me demande s'il y a un peu toujours eu des catcheurs fantastiques. Mais ça a toujours été plutôt des looses à part l'Undertaker. Ou est-ce que c'est juste la chance inespérée que l'Undertaker marche c'est ça, est-ce que quoi. c'est pas aussi Ouais, McMahon qui est je veux de la magie. moi je dans pense que mon show, les autres fantastiques ont été la loose. C'est à cause de Taker, c'est-à-dire Il que pouvait y en avoir qu'un. Ouais, il y a eu possible, Taker depuis 90, il y a Taker, donc tous les autres personnages qu'il y a eu, ils n'étaient que là pour mettre en valeur Taker. Ça c'est génial en fait, Donc, c'est une alimentation, une auto-alimentation du mythe quoi. Moi j'en ai deux autres. Ah. Qui sont À la VVE contemporains ou- en plus. Non, extérieurs. Il y a Sting quand il est passé de Surfer Sting, donc tout coloré, à Sting Crow, donc noir et blanc, déprimé, où il apparaissait du ciel avec sa batte pour défoncer Hulk Hogan et ses potes. C'était pas autant fantastique et paranormal que l'Undertaker, parce que l'Undertaker c'est quand même un mort-vivant. Le personnage de Sting, il est arrivé avant ou après le film de Crow, justement Après. avec Mark Non, Dacascos? après. Je crois que c'est officiel qu'ils s'en est inspiré. Oui, D'accord. oui. Ok, Il s'est très bien. revendiqué après que c'était Ok. inspiré. Enfin, en tout cas, cette version-là de son personnage. Donc, il y avait quand même un truc fantastique. Puis même très tard, il y a eu Mark Dacascos, Brandon Lee, pardon, parce que Mark Dacascos a repris après. Personne Je t'a suis repris, désolé. Il y a des Oui, mal personne avec les n'a repris. réalisateurs, toi. Voilà. Et puis même tard à la WCW, il avait eu toute une feud avec Vampiro, qui était un autre personnage un peu fantastique. Oui, qui est de Tout la autour lucha. du sang qui débarquait de D'ailleurs. nulle part. Il se combattait dans les cimetières et tout ça. Enfin, donc mine de rien, Sting. Je sais où tu veux en venir pour les autres. Sting, il a fait tout un truc. Et puis pour le deuxième personnage, je dirais le Great Muta au Japon. Et il a beaucoup catché à la WCW, donc aux États-Unis aussi. C'était un alter ego du catcheur Keiji Muto. Et le Great Muta, même s'il n'y avait pas autant de pouvoir, il y avait quand même une aura fantastique. Il est dangereux. Est-ce qu'il est immortel ou pas? Il peut cracher du liquide au visage de son adversaire à n'importe quel moment et on sait même pas comment il a ce liquide dans sa bouche. Je suis en train de me dire comment on a pu oublier les frères Hardy. Qui? Les frères Hardy. Bah la post WWE chez Mais oui, Ah, Broken, ah, oui, Matt Hardy Broken. qui se téléporte au Mexique Ah bah oui. avec son drone. Ah bah, Non, mais pour je moi, crois que voilà. alors, Là, pour le coup, justement, moi j'aimerais faire une distinction en fait, parce que je pense qu'il y a deux aspects particuliers qu'on mélange un peu. Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire. Ah très bien, oui. En fait, il y a l'aspect fantastique ou surréaliste du gimmick. Et il y a la façon dont est booké quelqu'un dans un ring. En fait. Je pense que c'est. Parce qu'il y a plein de personnages dont on parle là qui peuvent être fantastiques. C'est une chose. Et c'est pour ça qu'on parlait de Brock Lesnar. Lui n'est pas fantastique, Non. mais il est booké comme un mec qui est beaucoup plus fort que les autres dans le ring. Et en fait, je pense que le problème avec Bray Wyatt, avec The Fiend, je suis en train de me dire, peut-être que je me trompe, mais si j'essaie de comprendre un peu ce qui a agacé les gens, c'est que je pense qu'ils veulent pas que ce soit fantastique. Je pense qu'ils aiment le background fantastique autour de Bray Wyatt, mais je pense que dans le ring, ils veulent juste que ce soit un mec super fort à la Brock Lesnar qui, à la limite, soit torture complètement avec des trucs réalistes, genre qui fasse saigner Seth Rollins, c'est tout ce qu'ils veulent. Par contre, à partir du moment où ça devient fantastique, c'est-à-dire où les règles du vrai catch ne sont plus opérantes sur lui, là ils disent ah non mais c'est Oui. du bullshit en fait. Ils veulent pas C'est ça. absurde, C'est-à-dire que quoi. ça- Ouais. je pense qu'on a pu. Il faut qu'il C'est gagne. difficile aujourd'hui. Non mais c'est pas que ça. C'est difficile aujourd'hui de faire du fantastique. On peut faire du fantastique pour l'enrobage, Bah ouais. mais on peut pas faire du fantastique dans le ring. On peut pas faire Mais un mec qui tu me dis- ne reçoit pas les coups parce que ça c'est de la merde. Et ça tu me marche dis non, pourquoi ce serait pas un personnage neutre où il n'y a pas d'enjeu de ceinture ou de truc? S'ils assumaient leur truc, bah ce serait un mec où il n'y aurait pas d'enjeu qui soit champion. l'Undertaker, ça l'était pendant un temps. Il a toujours eu une Oui, mais ceinture. l'Undertaker, Ouais, il y mais avait l'enjeu de c'était- la ceinture. Le problème, Mais il c'est y que avait Bray Wyatt, beaucoup c'est une d'enjeux, frustration. surtout de vengeance, de Oui, oh là là, Mais t'as là- osé me défier plus Bray Wyatt, que de c'est- je veux devenir Bray champion. Wyatt, c'est une frustration parce que Bray Wyatt a déjà eu son gimmick de mec Ouais. qui sort de la mine là.
C'était un peu ça. Il arrivait avec Blanche-Neige et les 7. Germinal. Enfin, la Wyatt famille, tout ça, et les gens il était quand même méga over. Il a eu au niveau de l'entrée, tout c'est quand même un truc. Et les gens ont trouvé son run Dream, catastrophique et hyper frustrant parce qu'ils aiment beaucoup Bray Wyatt et qu'il a toujours perdu tous ses feuds. Ouais. Donc en fait, le problème c'est qu'ils veulent pas que ce soit. C'est pour ça qu'ils veulent qu'il gagne le titre là aussi. C'est parce que ils en ont marre que Bray Wyatt ce soit le mec qui est cool, mais qui justement parce que il faut pas que ce soit champion, il va toujours au final perdre d'une façon ou d'une autre et il va passer à la ça peut marcher pour n'importe qui, fantastique ou pas. Un mec encore une fois, fautes, forcément. Oui, mais encore une fois, il y a une question de confiance aussi. C'est en mode ok, ce personnage-là, hein, il nous le donne, il nous en offre beaucoup. Ah, ça marche bien, ils s'y tiennent et tout. Et puis finalement, il gagne pas et il nous laisse tomber. Ils ont clenché des trucs. Genre, je me rappelle quand la Wyatt Family avait kidnappé Daniel Bryan. Et je crois la semaine d'après, on n'avait pas vu Bryan. Et la semaine d'encore après, Bryan revient en mode il s'est rien passé. Ils ont clenché des trucs qui auraient pu être intéressants et en fait il se passe rien. Bryan avait fait un heel turn. C'est surtout ça, ouais. Il a fait un heel turn. Et les gens n'avaient pas du tout voulu qu'il fasse un heel turn. C'était sûr que c'était là comment c'était exactement, mais en tout cas, grâce à cause d'eux, il a fait un heel turn. Pas sûr que en tout cas, il n'y avait rien qui disait que c'était lié avec la Wyatt Family. Ils essayaient de casser la Bryan, le mouvement de Bryan. Et ça n'avait pas du tout marché. Ils ont fait la même chose avec Becky d'ailleurs, avant WrestleMania. Moi, je reste vraiment, ce sera mon mot de la fin, je vous laisserai le vôtre, mais je resterai vraiment sur cette idée que ça puisse être un électron libre, où il n'y a pas d'enjeu de ceinture, mais est-ce que c'est encore possible aujourd'hui ? Je ne pense pas. Je ne sais pas, où il faudrait vraiment l'assumer très fortement. Comment l'année prochaine tu lui fais une feud contre Roman Reigns ? On s'en fout. Tu changes de personnage. Tu l'assumes, ouais, voilà. Un catcheur qui change de gimmick tous les par exemple, oui, Firefly, c'était un peu avant de l'entité fixe de Finn, c'était un peu, si je dis pas de bêtises, c'était un peu ça. Vous savez ce que les gens vont huer encore plus que le NSL ? Parce qu'en fait, j'ai réalisé un truc, c'est que si il a pas gagné contre Seth Rollins, il va forcément avoir une rivalité avec Roman Reigns à un moment donné, il va forcément perdre en fait. Les gens vont détruire la salle. Non, ça va être horrible. Surtout, je pense qu'on peut s'attendre à WrestleMania à un film de Undertaker. Je pense que c'est le truc inévitable. Et justement, Bray Wyatt Undertaker et Bray Wyatt avait perdu. Et ça avait vachement énervé les gens. Bah oui, en plus. Donc il y a le côté revanche sur l'histoire, mais côté passage de flambeau. Là, ça peut se faire. Là. Je pense que Undertaker peut perdre maintenant parce qu'il a plus sa streak et tout, donc maintenant il peut perdre. C'est bon. Mais il perdra pas contre Bray Wyatt. Si, tu penses. De toute façon, là ils ont un peu la pression maintenant. Entre-temps, est-ce que The Fiend va résister aux mois qui vont suivre, quoi? The Fiend, je pense qu'il va devenir champion parce que c'est un truc qu'a montré ces derniers mois avec Kofi Kingston et tout, c'est que alors pourquoi pas lui donner maintenant, tu vois? Parce que là, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Que, comme d'habitude, ils ont été surpris par la réaction parce qu'ils sous-estiment toujours ce que veulent les gens. Et que là, ils ont fait OK, bon, peut-être qu'en Arabie Saoudite, on va lui donner le titre alors. Parce et t'as remarqué. Pas le choix. Non, mais maintenant, ils font ça. Et tu remarqueras que le Raw suivant Hell in a Cell, 0 Bray Wyatt et 0 Seth Rollins. Il était blessé, alors je sais pas si c'est une excuse ou si c'est legit. Non, ça sent l'excuse, genre en mode on va un peu noyer le poisson, on va oublier. On va attendre que ça se tasse, on verra. On n'aura pas le mot de la fin. Je vais me planquer le temps que ça se tasse. Il y a un truc, c'est que on parlait du public tout à l'heure, l'ère moderne du catch, c'est que le public, quand il veut un truc, c'est un chantage quoi. Ils auront ce qu'ils veulent quoi. À part Roman Reigns, ils ont tout. WWE fait vraiment ça aussi. Enfin, je suis plus trop depuis quelques années, donc je me rends pas vraiment compte. Kofi Kingston, globalement, Becky Lynch et Kofi Kingston n'auraient pas dû être à WrestleMania quoi. Je veux dire, ils ont été à WrestleMania parce que le public a décidé. Il y a quelques années, justement, le public pouvait conspuer une storyline ou un catcheur. Mais oui, mais c'est la conséquence de la perte de confiance depuis des années quoi. Quand tu nous donnes pas Daniel Bryan et puis après tu nous le donnes mais après ça remarche pas ou après le public a compris c'est trop tard maintenant c'est un jeu donc c'est en mode putain t'as vu nous on est en train de partir on est en train d'annuler nos trucs si tu nous plais pas maintenant t'es mort quoi tu vois donc il y a de la concurrence en face alors surtout maintenant quoi ils peuvent pas avoir des réactions comme ça sur des matchs c'est catastrophique pour eux. Moi j'adorerais voir la tête de Vince McMahon sur les huées du main event, putain, j'adorais voir la tête de Vince McMahon backstage, quelqu'un qui comprend pas. En 2015, il me semble. En 2015, quand il y avait. C'est super bien, on comprend pas. Quand il y avait eu les grosses huées par rapport à Roman Reigns, il avait dit aux actionnaires qui posaient la question en mode mais vous inquiétez pas des trucs genre refound ou ce genre de trucs. Il a dit non, la controverse, ça amène de l'attention, ça peut être que bon pour nous. Vous allez voir, de toute façon, ils vont regarder l'émission, ils veulent savoir si ça va être encore controversé. Depuis 2015, ils ont perdu je sais pas combien de pourcents d'audience. Papy Gâteux est aussi bon en finance. Donc ça leur donne quand même un peu. Donc ils s'en foutent. Ouais, je pense. Mais là, voilà, on a vu sur notre émission précédente que les cartes sont
ça sera pas tout de suite, mais un peu rebattu. Messieurs, merci beaucoup, comme d'habitude. On termine non pas sur une note fantastique, mais les pieds ancrés sur terre, avec les endroits où vous trouvez. Michael, ta vie, ton œuvre, ton travail. Orioto, @orioto pour voir mes posters de jeux vidéo. Twitter, Instagram, où on peut voir, acheter, soutenir. Félix. Sur Twitter, @PHELYKS_G, où vous pouvez retrouver des articles exceptionnels sur le catch, notamment. Voilà. Raphaël dans les limbes des internets, ou des gens un petit peu intelligents qui peuvent faire des liens et qui sur les shows de catch français aussi. Surtout vers Nanterre. Tout à fait. Nanterre et même en Bretagne. Voilà. Et puis pour ma part, donc Mehdi, D_Mehdi, MEHDI, et tout l'univers d'Est Podcast, n'oubliez pas. D'ailleurs, beaucoup des gens ont tourné ici. Michael, on l'a un peu chauffé pour venir parler cinéma sur Viens, on en parle. Voilà, il y a plein d'émissions, n'hésitez pas à aller découvrir tout ça et en parler autour de vous. On vous dit merci et on vous dit à une prochaine. Ciao. Salut. À bientôt. Ciao. Se lo incontri gran paura, fa il suo volto alla maschera tigre. Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.